Bonsoir à tous. Pendant les vacances sur Live TV, la télé sans filtre, nous continuons de faire la télé comme vous l'aimez. L'actualité, la chaude actualité est passée au peigne fin, décortiquée, discutée avec vous dans le talk. Bienvenue à tous. Merci de rester avec nous sur Live TV, la télé sans filtre. On est toujours heureux de retrouver cette charmante équipe du talk pendant ces vacances. 19h15, c'est le rendez-vous et vous les connaissez tous. Vous connaissez Barry Abdulrahman, qui n'est plus nouveau, il est dans l'équipe. Désormais, Barry. Bonsoir Eric, Comment ça va? Maxime et bonsoir chez vous. D'accord. Je vais très bien. D'accord. À côté, Isabelle Vauvor. Salut Eric, bonsoir à la team et bonsoir chez vous. D'accord. Et puis Désiré Dénéo. Coucou Eric, salut la team et bonsoir à tout le monde. Et Herman Abois. Bonsoir Eric. On est Bonsoir tous chez calés. On est au rendez-vous pour servir cette émission. Et on va démarrer par le fait du jour. Ce matin, on a été réveillé par une alerte de police secours, donc forte marée, avec hauteur de vague de plus de 2,5 mètres, risque de débordement, zone concernée à Signy, Bassam, Abidjan, Jacquesville, Prudence, sur tout le littoral ce jour. Alors, érosion côtière en Côte d'Ivoire, que risquent les villes du littoral à la montée donc, des eaux? On en parle tout de suite avec Herman. Mais déjà, il faut noter que c'est vrai que ça a une conséquence, ça a un impact sur l'érosion côtière, mais ce n'est pas une érosion côtière, forcément. C'est juste que la mer a quitté son lit, aujourd'hui a débordé le lit. Parce que l'érosion côtière, lorsque la mer avance, le trait de côte avance, je dis que la mer ne recule pas. Cette fois-ci, la mer est sortie et elle est retournée à son lit. Donc, c'est vrai que ça va avoir un impact sur l'érosion côtière. Mais en même temps, ça nous permet de demander à ce que la gestion intégrée, la question de la gestion intégrée du littoral, cette question doit être bien vue, bien négociée par le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Vous savez que sur ces flancs-là, sur le littoral, il y a des entreprises qui viennent creuser le sable et autres. Donc, il y a forcément... Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Ouais. D'accord. On va les décortiquer, donc les énumérer ces différentes raisons. Isabelle, érosion, avec des risques pour ces zones. À Souindé, on a annoncé, avec des photos qu'on a vues sur les réseaux sociaux, des restaurants, donc des espaces de plage qui ont été un peu dévastés et tout ça. Oui, mais on a un très beau pays. On a plusieurs villes en fait qui sont bordées d'eau. On a Bassam, on a Assigny, on a, comment dirais-je, Jacquesville, etc. Et ce sont en fait des zones, des communes qui sont porteurs en fait riches pour notre économie. Et donc ce type ce phénomène-là en fait risque de faire en fait ce qu'on appelle l'exode rural ou encore le déplacement des populations. Le fait, en 2019, je me rappelle, au niveau de Bassam, il y avait eu justement une érosion côtière qui avait fait vraiment énormément de déplacement des populations. Donc c'est toute une histoire en fait qu'on laisse. Ce sont, comment dirais-je, des maisons qui sont laissées, etc. Donc même pour les populations, en fait, c'est toute une histoire en fait derrière qui est impactée. Donc je pense que c'est difficile en tout cas pour les populations qui y vivent. C'est difficile pour les populations et c'est dommage que ça arrive pendant la période des vacances quand même, où les plages sont beaucoup fréquentées. Oui, justement, c'est dommage. Et puis en sciences humaines et sociales, précisément en géographie, on parle de la notion de l'habiter. L'habiter avec ER en fait. C'est faire connaissance avec son monde en fait. Et du coup, c'est pas que vivre là, mais c'est des pratiques en fait, comme le disait Isabelle, c'est des rites qui disparaissent, c'est pas mal de choses en fait qu'on a construit, c'est toute une histoire qui disparaît. Mais après, c'est pas quelque chose qui n'était pas su, c'est pas une catastrophe. En fait, on se réveille un matin, c'est un tremblement de terre. Mais c'est déjà plusieurs études, plusieurs rapports ont démontré que ça arriverait. Et en ce sens-là, il y a le projet Benkadi qui porte enfin sur la résilience des populations du littoral. C'est pas que Grand Bassam, que comment dirais-je, Cassini ou encore Jacquesville. Mais il y a Sassandra, il y a Grand Bérébi, il y a Tabou, il y a Laoukmanda, même pas que Laoukmanda. Au niveau de Grand Laou, on a le village de Goguida qui va aussi disparaître. À Jacquesville, qui pourrait ou qui pourrait disparaître. À Sassandra, il y a Dagbego, il y a Groudou qui pourrait aussi disparaître. Donc, je pense qu'on a manqué quand même de prévision, d'autant plus qu'on a un code environnemental en Côte d'Ivoire qui prévoit la justice, comment dirais-je, environnementale, mais également, comme on dit aussi,
La question de la résilience. On n'a pas préparé la résilience des populations, sachant que c'était quelque chose qui pourrait arriver. D'accord. Quelle solution donc, en amont? Non, mais en même temps, je suis on peut pas... prendre, on fait le tour déjà avant de revenir à toi. Ok. On va attendre le point de Barry. Voilà, comme ça a été dit déjà, cette situation-là menace les populations directement et indirectement. Ça menace aussi le tourisme balnéaire, hein, qui n'est pas non négligeable dans la politique de tourisme de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, moi, je pense que gouverner, c'est prévenir. C'est prévenir, c'est diagnostiquer. Je pense que l'État a financé des études, les partenaires internationaux ont financé des études, mais je voudrais signaler que l'université aussi doit jouer son rôle. L'université? Oui. De quelle façon? Parce que au niveau des études, je veux dire qu'il y a l'Institut de géographie tropicale, il y a le département des sciences, des ressources minières et terrestres à l'Université de Cocody. Donc, dans ces conditions-là, face à ce genre de situation, il faut impliquer les universitaires. Il faut qu'ils jouent leur rôle. Il faut qu'ils sortent de leur bureau, mais ils ne peuvent pas sortir sans être impliqués naturellement. Donc, c'est un ensemble de choses, d'acteurs et des mesures qui peuvent permettre d'éviter des catastrophes. Parce que même au niveau, comment dirais-je, des études, des universitaires, il y a par exemple le déplacement des populations. Vous verrez une population X qui habite un territoire depuis près d'une centaine d'années, de génération en génération. Vous ne pouvez pas venir leur dire du jour au lendemain, quitter là comme ça. Il faut impliquer des sociologues, des anthropologues qui vont d'abord prendre le pouls en étudiant la situation, comment les gens se représentent cette catastrophe-là, et ensuite proposer des solutions pour que le gouvernement puisse prendre des décisions qui s'imposent et qui sont efficaces dans le temps et dans l'espace. Quelle solution pourrait-on prendre contre, je veux dire, des faits naturels? Moi, je pense que la loi sur l'environnement évoque, pourquoi tout à l'heure, lorsqu'elle disait que le gouvernement ne fait pas assez, c'est certainement que le gouvernement, on ne sent pas une célérité dans l'action du gouvernement concernant cela, mais tout récemment, cette année, il y a eu la loi sur l'environnement qui a été votée. Déjà en 2017, la question de la gestion intégrée du littoral est une loi qui a été prise, seulement que dans l'application, la loi a été votée, mais le décret d'application, ça veut dire de l'institution de l'ANAGIL, qui est l'autorité nationale de gestion du littoral, n'a pas été. Donc, c'est l'occasion d'interpeller encore le gouvernement, faire un plaidoyer, parce qu'il ne s'agit pas de forcément tirer toujours, faire un plaidoyer pour que le gouvernement puisse faire en sorte que la décision, le décret de mise en service, mise en mission de l'ANAGIL soit effectif. Et ça, je pense que le projet Benkadi, c'est un de leurs points forts dans leurs actions. D'accord, tu ne sembles pas d'accord? Ouais, ce n'est pas une question de tirer ou allumer en fait, le gouvernement, mais on est là face à des faits. Il y avait la sonnette d'alarme était déjà tirée. On a des populations dans ces zones-là, les jeunes vivent du tourisme, en fait, de tout ce qui tourne autour de l'activité balnéaire. On a des populations qui vont tout perdre. Qu'est-ce qu'on fait pour ces populations-là? Comment est-ce qu'on les reloge? Comment est-ce qu'on arrive, en fait, comment elles arrivent à se reconstruire? Mais dans le cas d'espèce, c'est vrai que ça nous permet d'évoquer la question de l'érosion côtière dans son ensemble, mais dans le cas d'espèce, ce qui s'est passé, le phénomène qui s'est produit aujourd'hui, c'est juste que la mer a quitté son lit. Ça nous permet d'évoquer la question de l'érosion côtière, parce que forcément, ça a un impact. Mais l'érosion côtière, lorsque la mer avance, elle ne recule pas. Dans ce cas d'espèce, la mer est sortie, elle est repartie dans son lit. C'est un événement, je pense bien que les experts, les chercheurs, c'est vrai, moi, en même temps, je suis hydrogéologue de formation. Je suis hydrogéologue de formation. Ça me permet de dire, je sais que les experts, même eux, actuellement, à chaud là, ils ne peuvent pas savoir qu'est-ce qui a vraiment causé ce phénomène de façon spontanée qui s'est produit aujourd'hui. Mais tout à l'heure, Eman, tu as évoqué l'Aoukmanda. L'Aoukmanda, ça fait des années. Moi, je pense que mais ça, c'est l'érosion côtière. Je suis d'accord que ça permet d'évoquer la question. Depuis longtemps que le niveau de la mer, en fait, avance. Je pense qu'on aurait quand même pu prendre... Barry parlait des études au niveau du département de géographie. Ce n'est pas des études qui manquent. Quand on fouille dans les tiroirs des ministères ou même dans les tiroirs au niveau des centres de recherche de l'Université de Cocody, il y a des études sur cela. Pourquoi, en fait, on n'a pas tenu compte de ça? Et c'est vraiment ça le problème en Côte d'Ivoire. C'est pareil que les inondations au niveau d'Abidjan. Depuis des décennies derrière. Voilà pourquoi. Non, il ne faut pas que la parole reste entre vous deux. Et Herman a expliqué la différence entre la montée des eaux, la marée haute. Vous voyez l'importance de ceux qui savent. Il faut que les gens qui savent
puissent, même dans des campagnes, venir expliquer, parce que généralement, les géographes, ils peuvent maîtriser ces phénomènes naturels-là. Je veux dire, ils savent quand il y a montée des eaux, ils savent quand il y a érosion côtière. Expliquer aux gens, expliquer à la télévision, par exemple, ne serait-ce qu'un spot de 2-3 minutes, voilà ce qui risque d'arriver pour tant. Parce que les populations, dans telle période, la mer peut monter. Voici les risques. Voici les conséquences qu'il peut y avoir sur vos activités, sur votre vie au quotidien. Donc, comme ça, les populations, à travers les institutions relais, là, je veux parler des autorités traditionnelles qui sont bien écoutées par les populations, prendraient les dispositions pour que toutes les populations... Pour que tu puisses être à l'aise pour continuer, les pauvres populations villageoises, quelle force ont-elles face à la force, encore derrière, de la mer qui vient pour raser des maisons, des constructions? La force de ces populations, c'est la prudence. Il faut être prudent. Mais pour être prudent, il faut déjà être informé. Il faut avoir la bonne information pour savoir que ça, c'est dangereux. Si je reste là, voici ce qui risque d'arriver à ma famille. Généralement, les populations ne savent pas. Pour elles, en Afrique, on est traditionnaliste. On se dit que peut-être qu'aujourd'hui, il y a tel interdit. C'est pourquoi la mère est fâchée. On entend ça, la mère, elle est fâchée. Tu vois, donc, c'est le travail intellectuel qui peut permettre aux populations de prendre la mesure idoine, bien sûr. Donc, moi, je suis en phase avec ce que Barry dit, parce que je veux dire, aujourd'hui, on ne fait que faire des alertes, comme par exemple ce matin, il y a eu une alerte, mais sans forcément y associer une campagne de sensibilisation, disant voilà ce qui peut arriver en cas de par exemple, débordement d'eau, ou alors quand la mer sort de son lit, par exemple. Donc je pense qu'il faudrait, au-delà des décrets, au-delà de la loi qui va être appliquée pour toute l'implémentation de la gestion même des littorales, il faudrait donc penser à faire des campagnes de sensibilisation. Heureusement que ces populations ne sont pas seules, parce que je sais que la Convention nationale de la société civile ivoirienne, qui pilote le projet Benkadi, avec des ONG qui travaillent dans le secteur, enfin, sur la thématique, assiste régulièrement. Elle a parlé tout à l'heure de résilience. La résilience, c'est quoi? Comment est-ce que permettre aux populations d'atténuer l'impact négatif de l'érosion côtière? Donc, il y a ces ONG-là qui font un travail excellent avec ces populations qui sont sur le littoral. C'est vrai, il y a la sensibilisation, mais il faut que les acteurs, tous les différents acteurs, insistent sur la question de l'effectivité de l'ANAGIL, qui est l'autorité nationale de la gestion intégrée. Parce qu'eux tous, ils disent qu'il faut impliquer tout le monde. Les entreprises qui viennent prendre du sable là, draguer du sable, les populations qui y vivent. Il y a plein de paramètres qu'il faut associer pour pouvoir... Tu conviendras avec moi qu'il faut que ce décret-là soit signé pour rendre effectif. C'est pourquoi on est en train de faire un plaidoyer pour cela. Justement, faire un plaidoyer. Il faut que le décret soit signé. Il est sur la table. Pense-t-on qu'il y a de la lenteur à ce niveau? Je ne vais pas m'aventurer à dire qu'il y a de la lenteur. En revanche, comme Herman l'a dit, là je le rejoins, on fait un plaidoyer pour qu'effectivement ce soit signé et appliqué. Moi, je dis qu'il y a de la lenteur parce que c'est depuis 2017 quand même, quand on parle de cela. 2017 à maintenant, ça fait... Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait catastrophe? La puissance publique. Et c'est toujours comme ça en Côte d'Ivoire. On prend des décrets et après ça tarde pour l'application. Pourquoi? On ne sait pas. En plus, ça émane en fait du gouvernement. Comme cette fois-ci, la mère a quitté son lit pour venir nous avertir. Je crois que demain, peut-être, le gouvernement va prendre la décision. Inch'Allah. Déjà, parlons quand même à ces populations, à Swindé, Azuriti, Bassam, Grand Laou, Jacquesville, pardon, ces populations. Fresco, Grand Bérébi, Sassamba, les villes de la côtière, on a les grands mots sur le plateau, on a les grands mots donc, quand on fait des sessions gouvernementales, mais il faut s'adresser à ces populations. Monsieur le géographe de formation. Non, je suis pas géographe, je suis hydrogéologue de formation. C'est différent. D'accord. Que faut-il leur dire? À ces populations? Oui. C'est déjà d'être prudent. Parce que déjà, ces populations aussi s'organisent. Il y en a qui font des digues, qui mettent du sable dans des sacs pour se protéger contre l'impact de l'érosion côtière. Mais voilà, il faut qu'elle soit prudente jusqu'à ce que l'ANAGIL soit créée et que des solutions idoines soient trouvées. Après, je pense que le gouvernement ivoirien pourrait aussi s'inspirer de l'exemple en fait, des Pays-Bas qui a réussi quand même à pouvoir gérer ce phénomène à travers des digues sur les villes en fait, balnéaires. Donc pourquoi ne pas, dans le cadre en fait, des accords bilatéraux,
avec les Pays-Bas, qui sont déjà un partenaire économique excellent de la Côte d'Ivoire, mettre en place un projet pour renforcer la résilience des populations du milieu en fait, de la côtière en fait, et du littoral. Pour te rassurer, les Pays-Bas financent le projet Benkadi qui est piloté par la Convention nationale de la société civile. Ils sont déjà Ils sont déjà impliqués. Voilà qui est bien. Alors, population des villes de la côtière, villes et villages de la côtière, soyez prudentes. Faites attention. Faut pas mais quand même trop vous installer aussi, construire trop en bordure. Reculer quand même. Il faut vous protéger. Qu'est-ce qu'on fait pour elle à l'instant? Qu'est-ce qu'on fait pour elle à l'instant? La question est posée aux autorités gouvernementales. Donc, et puis, il y a les élections. Ça pourrait être des actions qui vont être menées par les candidats de ces zones-là. On vous regarde. Mener des actions assez fortes pour sauver toutes les populations donc, de ces zones-là. C'est très important. Poursuivons cette émission avec Ça fait l'actu. Ça fait l'actu municipal à Niama. Attention, le PPACI, le RHDP et le PDCI déjà cités donc, dans de graves irrégularités. Que se passe-t-il à Niama à l'approche donc, des élections? Oui, alors à Niama, qui est donc dans le Grand Abidjan, il y a 6 candidatures qui ont été retenues au niveau de la CEI. Et nous avons un confrère média qui a donc fait des révélations en ce sens que le PPACI, le RHDP et le PDCI seraient cités donc dans de graves irrégularités. Donc au niveau du RHDP, dont la tête de liste est Fatim Bamba, sur sa liste, il y a donc un officier des eaux et forêts et un policier. Au niveau du PPACI, dont la tête de liste est Sowi Alain-Claude, sur sa liste, il y a 2 frères. Ensuite, au niveau du PDCI, dont la tête de liste est Dobo Mouné, dans sa liste, il y a également 2 frères, mais pire, également sur sa liste, un juge au sein même de la CEI est également membre de sa liste. D'accord. Pour aller même plus loin, il y a un qui est sur la liste à la fois du PDCI et du PPACI. Mais les 3 grands partis j'ai envie de me poser la question de savoir... Voilà, les 3 grands partis sont indexés. Et j'ai envie de me poser la question de savoir, mais est-ce qu'ils connaissent en fait le code électoral? Parce que sur le code électoral... Laissez-moi terminer mon propos, s'il vous plaît. Parce que le code électoral, en son article 180, stipule conjoints, frères et sœurs de premier degré ne doivent pas être sur la même liste au municipal. D'accord. L'article 115 stipule qu'il faudrait, pour être inscrit sur une liste comment dire, de candidature, Eric, il faut nous permettre de rebondir parce que c'est la nouvelle, on va il faudrait déclarer donc sa profession. Ce que je dis, ce que je dis, c'est facile. Mais les indépendants n'en sont pas en reste, parce qu'il y a un indépendant également qui est cité dans cette affaire où, sur sa liste, il y aurait également 2 frères et des doublons. Bon, moi, je me pose quand même des questions. On ne peut pas, à la lecture d'une liste qui est sortie, dire qu'il y a une irrégularité. Aujourd'hui, il peut y avoir des gens qui ont forcément le même patronyme. Qu'est-ce qui prouve qu'ils sont frères et sœurs? D'abord, ça, c'est la première question. Et le même article 180 dit plus loin que les personnes qui sont paramilitaires, par exemple, elle a cité les agents de l'eau et forêt, si ce n'est pas dans le ressort de leur fonction, ils sont inéligibles que lorsque c'est dans le ressort de leur fonction. Donc, ces questions-là, ça reste à prouver, parce qu'on ne peut pas faire à l'analyse. Je pense que la CEI a pu quand même déceler cela. Mais si jamais la CEI n'a pas pu, il y a le Conseil d'État qui est là, qui est dans le cas d'espèce, qui peut être saisi par les candidats qui voudront bien contester cela, et puis ça va suivre. Moi, je pense qu'on ne peut pas... Vraiment, je ne dis pas que ce n'est pas possible, que ce n'est pas des irrégularités, mais à première vue, comme ça, en lisant, surtout qu'on n'a pas l'heure des éléments d'état civil. Parce que quand quelqu'un vient, il dépose sa candidature, tous les membres qui sont sur la liste, tous ceux qui sont sur la liste, ils présentent un extrait d'acte de naissance et une certificat de nationalité. Donc, on peut vérifier si jamais ils sont de même père ou de même mère. Est-ce que ce n'est pas après vérification? Il faut déjà que je souligne une chose très importante. On les a déjà validés. Voilà, on en discute sur ce plateau. On est tous d'accord que c'est un confrère qui affiche ces irrégularités. On attend la confirmation de la CEI de tout ceci, mais on en discute sur ce plateau. Barry? Bon, moi, je dirais que ce que les deux ont dit, ce n'est pas totalement faux. On sait comment ça se passe en Afrique. On aime la gestion patrimoniale des choses, la gestion patrimoniale et familiale des choses.
C'est-à-dire que quand j'ai quelque chose, je vise quelque chose, la première personne à qui je fais appel, c'est à mon frère. Il peut être consanguin. Ça, c'est la tradition africaine. Maintenant, mais la CEI, sachant ça, la CEI, je veux dire quoi? La loi, elle est claire, elle est limpide. D'accord. Nous, on ne peut pas parler d'irrégularité parce qu'on n'en a pas les preuves. Mais on peut alerter comme Isabelle le fait là, pour que la CEI puisse vérifier elle-même. Parce que c'est elle qui peut statuer si tel, c'est une irrégularité, parce que c'est chez elle qu'on dépose les pièces à conviction, je veux dire. La CEI a déjà validé ses candidatures, il faut le souligner. La prochaine étape, c'est la candidature, mais pas les listes, maintenant, si je peux terminer, Eric, c'est qu'on voit que tous les acteurs, qu'ils soient de l'opposition ou du parti au pouvoir ou des indépendants, sont cités. Ça veut dire que pour la compétition, chacun est prêt à tout pour gagner. Donc, il faut aussi que les partis politiques qui dénoncent chaque jour là, soient eux aussi, à un moment donné... Statut visé pour l'opposition, c'est ça? Eric, on constate une chose. Isabelle, Désiré n'a pas encore parlé? Non, D'accord, Désiré. Ce que je veux dire, Désiré, après, les Désiré va féministes, parler. après, elle va compléter. Ce que je voudrais dire, c'est que les femmes aujourd'hui, il y a des listes sur lesquelles il n'y a pas 30% des femmes. La loi est têtue là-dessus. Pourquoi est-ce que la CEI n'invalide pas? Alors que Désiré attendait la balle au rebond. Non, mais pour qu'elle sache que les hommes aussi de regarder souvent ta caméra quand tu parles. Ok, ça, je veux dire la caméra aussi doit pouvoir me regarder. Ce que je dis, donc il faut que la CEI arrive à être stricte, rigoureuse. Ces candidatures-là, ces listes qui ne respectent pas les 30% de quotas qu'on appelle prévus pour les femmes, il ne faut pas faire de complaisance ou bien de faire, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne les invalide pas et on constate que des listes passent. Le Conseil d'État, comme la CEI a oublié là, il faut faire son travail. D'accord. Moi, j'espère en tout cas que pour ce scrutin-là, on a eu les législatives de 2021. On nous a dit que c'était... Non, 2021, on nous a dit que c'était un peu trop tôt de parler de loi sur les quotas, ça venait d'entrer dans les tuyaux. On espère que pour ces municipales et ces régionales-là, ça va être appliqué. Et après, au-delà, en fait, des probables irrégularités à Niamey, il y a la question de la mauvaise foi des partis politiques ivoiriens. Parce que le PPACI et le PDCI qui ont dénoncé, on va dire vigoureusement, avec ardeur, les irrégularités sur les listes électorales, et on se retrouve avec des listes pour les municipales avec une violation flagrante. Ne condamnons pas pour l'instant. On ne condamne pas. La CEI s'exprime là-dessus. J'utilise un que ça se confirme. Voilà. Et qu'on sache que ce n'est pas juste des erreurs. Hein. Écoutez, dans le feu de l'action, on peut commettre des erreurs. En tout cas, quelle sera l'action que mettra en place la CEI? Nous attendons. Moi, en tout cas, ce que j'aimerais saluer, c'est vraiment le processus de transparence, parce que ces listes-là ont été publiques, donc de fait, ça appelle la responsabilité de nous, les médias, ça appelle la responsabilité des populations, des différents partis politiques. Donc, on peut regarder et on peut aussi aller signaler quand il y a des irrégularités, et ça, c'est à saluer. D'accord. Très bien. L'info que je reçois, c'est que toutes les listes ont été vérifiées, validées, et le quota de 30% pour les femmes a été respecté. Alors, si tu sais quelque chose qui vient contre cette information... Non, mais après, ça c'est juste mon avis personnel et ça n'engage que moi. Le quota des femmes de 30%, bon, j'ai envie de dire c'est bien, mais en politique, on sait très bien que les femmes ont vraiment du mal en fait, à s'engager véritablement. Donc, on impose en fait à des partis politiques ou même à des indépendants d'avoir 30% de femmes. J'aimerais en tout cas que sur ces listes-là, il y ait des femmes qui soient formées déjà à la chose politique et surtout qui aient les compétences pour pouvoir mener à bien cette mission-là. Parce que je veux dire, la gestion même de la vie politique, c'est quelque chose qu'il faut apprendre en fait. L'information pourra se faire au fur et à mesure. Donc moi, je pense qu'il faut... Parce que quand on regarde l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, et je pense que les femmes ont participé La cloche, on activement... a compris, la cloche. Les femmes ont participé activement à la construction politique de ce pays-là. Et c'est vraiment en fait, mon sujet de recherche en fait, phare. Dans les partis politiques, les femmes sont en fait, les plus grandes en fait, mobilisatrices. Il y a des femmes qui sont formées. Et il y a l'étude du NDI de 2019 qui est sortie, qui en fait, montrait tout le sexisme en fait, et la violence au sein des partis politiques à l'égard des femmes. On a des femmes, en fait, il y a le compendium des compétences féminines en Côte d'Ivoire, donc c'est aberrant de dire que les femmes en fait, n'ont pas de capacité à pouvoir en fait, exercer la chose publique. On est en Afrique. L'Afrique, en fait, comment on dit ça, avant l'arrivée des colons, c'était des femmes qui étaient aux affaires.
Donc, je ne suis pas très à l'aise en fait avec cet argument. Dans toutes les contrées, ça revient. Dans toutes les contrées. Dans pas mal en fait, dans bon nombre de pays, même en Côte d'Ivoire. On a vu l'histoire en Côte d'Ivoire, de Dahomey, mais bon, le Dahomey, même en Côte d'Ivoire, les femmes qui ont marché sur Grand Bassam, c'était pas que des femmes qui marchaient pour leur mari, elles avaient un engagement politique. Je pense. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête avec cet argument. Éric Landry, j'ai calculé, hein. J'ai pris quand même, je suis tombé carrément sur une liste ici, la liste du RHDP à Niamey. J'ai compté 11 femmes sur 60. Quand je fais la calculette, ça fait 18%. Donc, bon, qu'on me dise comment est-ce que... C'est juste calcul mathématique. En fait. Comment est-ce que c'est respecté? Je m'en tiens à une liste qui est devant moi et j'ai juste compté le nombre de femmes. Désiré commence à t'attirer dans son féminisme. Vous êtes côte à côte à ce titre, justement, il y a l'ORAF, en fait, qui a produit récemment, il n'y a même pas 2 jours, un communiqué sur le non-respect en fait de la loi sur les quotas au sein, la loi sur les quotas pour ces municipales et ces régionales là. Donc je ne sais pas ce qu'on appelle avoir respecté la loi sur les quotas. Il y a un exemple factuel, 18%, 18,33%. Isabelle a un mot à dire. Oui, non, moi en fait mon point c'est que j'aimerais qu'on arrive à un moment où on ne va pas imposer en fait de quotas. Voilà, qu'il y ait plus de femmes en fait qui soient formées à la chose politique, qu'il y ait plus de femmes qui s'engagent, parce que je suis désolée, mais quand on dit que les femmes sont les meilleures mobilisatrices, qu'elles sont là que pour mobiliser, enfin je pense qu'il y a plus que ça en fait qu'on peut apporter en tant que femme. Mais on peut quand même respecter la loi. Ne parlez pas tous ensemble. On peut respecter au moins la loi. On peut respecter la loi, mais j'aimerais en tout cas qu'on arrive à un moment où on n'impose aucun quota et qu'il y ait plus de femmes qui s'engagent. Je ne manque pas le droit de faire sortir du plateau qui ne m'écoute pas quand je dis calme sur ce plateau-là. N'est-ce pas? Voilà. D'accord, chef. Désiré. Éric, Barry, j'arrive tout de suite. Comment dire, tout à l'heure, on parlait de femmes en fait, qui ne s'engagent pas. Dans des pays pauvres tels les nôtres, où le patriarcat en fait, est dominant, on ne peut qu'appliquer en fait, des quotas. C'est pareil que pour l'éducation. Pourquoi il y a une loi en, fait, en Côte d'Ivoire pour permettre aux petites filles d'aller à l'école en fait? Déjà, dès qu'elles sont petites, en fait, entre le petit garçon et la petite fille, il y a déjà des disparités, en fait. Et ces disparités-là vont jusqu'au sommet de l'État, ils vont jusqu'au sein des partis politiques. Donc, c'est très de notre position en tant qu'urbaine, en fait, de dire, oui, mais il faut que les femmes doivent être formées et les quotas, on n'est pas d'accord. Il faut des quotas pour permettre aux femmes d'être représentées en politique. Bon, moi, j'interviendrai sur le problème de la socialisation politique en Côte d'Ivoire et en Afrique de façon générale. C'est qu'on n'arrive pas à intérioriser les normes politiques. Les histoires de quotas, vous pouvez voter, mais dans les faits, difficilement les gens vont suivre. Moi, je veux plutôt qu'on pousse les gens à former, et les femmes et les jeunes. Voilà, je suis d'accord avec Isabelle. Avec la formation, à l'interne même, les femmes vont s'imposer aux hommes. Parce qu'il y a un bureau de femmes pour tous les partis politiques. Paris, je note que ça serait un recul. Mais déjà, il faut qu'on... Non, d'abord, ça serait un recul. Mais déjà, il faut respecter la loi. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que la loi prévoit 30% accordés aux femmes. Il faut les respecter. On a pris ça pour faire genre. Il faut bien que je rappelle à tous sur ce plateau et à tous ceux qui nous regardent que ce que nous débattons là, donc, est la publication d'un confrère. Nous attendons la réaction ou la confirmation donc, de la CEI pour revenir sur ce sujet et avoir les avis encore de tout le monde sur ce plateau et de vous aussi qui nous regardez sur les réseaux sociaux et la télévision pour en débattre. Restez avec nous sur Live TV, la télé sans filtre. Vous regardez la télé utilement quand vous regardez le talk sur Live TV, la télé sans filtre. L'équipe est toujours là, Barry là, Isabelle, Désiré et Herman et moi-même, Éric Landry, nous sommes là pour vous servir. Pendant ces vacances, restez avec nous donc, tous les jours, donc, du lundi au vendredi, 19h15 à 20h25. Vous êtes avec nous donc, pour discuter des sujets croustillants de l'actualité et d'autres choses politiques comme économiques. Et tous les sujets, tous les secteurs sont passés au peigne enfin dans cette émission. Merci de rester avec nous. On va poursuivre cette émission tout de suite avec l'info du jour. Et dans cette info du jour, nous ouvrons un autre feuilleton concernant, donc une autre page de ce feuilleton concernant le Niger, avec l'adresse du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, donc, qui s'est prononcé hier et qui a dit vouloir engager environ 1000 soldats aux côtés donc, des pays membres de la CEDEAO pour intervenir au Niger. Quels sont vos commentaires à ce propos, Herman Amboa, Barry et Désiré? Il faut dire que Monsieur le Président de la République, c'est le chef de l'État, chef suprême des armées. Ça veut dire qu'il a compétence à prendre certaines décisions sur le plan politique et sur le plan militaire. Donc, il est dans la même ligne de conduite que la CEDEAO. Il y a un sommet extraordinaire. Comme je l'ai dit la dernière fois, après l'ultimatum,
il y a la phase de la dissuasion militaire qui va s'enclencher. Et on est dans cette phase-là. Le président ne dit pas que les militaires vont directement au Niger. Ils vont être déployés au Nigeria pour la préparation des manœuvres, tout en espérant que d'ici là, une solution soit trouvée. Parce que lui-même, il le dit, si les putschistes ne veulent pas d'intervention militaire, ils sont libres de partir demain. Donc, on est dans la dissuasion. Et c'est comme ça que toutes les opérations de ce genre-là se passent. On tend la carotte et le bâton derrière. Si la carotte ne prend pas, le bâton arrive étape par étape. Et là, on est dans la phase préparatoire d'une intervention militaire, mais ça ne veut pas dire forcément que la CEDEAO va intervenir. Parce que la dernière fois, j'ai cité la Gambie ici, par exemple, où au moment où les avions de reconnaissance de l'aviation sénégalaise ont commencé dans le ciel gambien, Monsieur le Président Yahya Jammeh a appelé pour sa reddition. Donc peut-être que d'ici là, les putschistes auront repris raison. Moi, sur la question de la déclaration du président de la République à son retour du sommet de la CEDEAO, je ne voudrais pas faire moi-même personnellement un commentaire. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé des questions à poser, juste des questions, je vous le dis. Il dit par exemple, si le président Bazoum meurt dans l'intervention militaire, qui ils vont installer? Si la CEDEAO peut réunir une armée pour aller intervenir au Niger, pourquoi n'a-t-elle pas réuni une armée pour aller intervenir au Mali et au Burkina Faso en lieu et place? Je laisse le nom. Deuxième question. Deuxième question. Entre un coup d'État et des terroristes, lequel qui est mieux? Ça, ce sont ces questions. C'est quoi qui est mieux? Moi, je reste toujours sur ma position. Si on doit envoyer nos troupes, déjà, je ne suis pas pour l'intervention militaire. Si nos troupes doivent partir, il faudrait qu'on respecte la Constitution pour une fois et que le Parlement les serve à quelque chose. Et l'autre point, si la CEDEAO doit intervenir, il faudrait que le droit international soit respecté. Il faudrait qu'on passe en fait avec l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais sans toutefois aussi rajouter que la Russie ou la Chine en fait, pourraient opposer leur veto. Donc, est-ce que cette intervention aura lieu? D'accord. Isabelle, est-ce qu'elle pourrait avoir lieu, cette intervention? Bon, jusqu'à présent, on parle vraiment de force en attente. Hein. Voilà, donc je pense que le président il est dans son droit, en tant que chef suprême des armées, d'envoyer en tout cas des troupes rejoindre donc celles de la CEDEAO pour pouvoir intervenir en cas de besoin. On n'a pas d'agenda, on n'a pas de calendrier, on ne sait pas en tout cas à quel moment est-ce que ça va se faire. Mais une chose est sûre, c'est qu'avant d'envoyer donc une armée au niveau du Niger, il faudrait l'accord de l'Union africaine et l'accord de l'ONU. Donc on attend de voir. D'accord. Barry, un dernier point là-dessus. Je vais répondre à Eric, essayer de répondre à Herman plutôt. Première question. Si Bazoum, non, touche du bois, la CEDEAO ne se lance pas dans une aventure comme ça. Il y aura d'abord des survols. Une fois l'opération militaire est lancée, elle va commencer par le survol du ciel nigérien par des avions de reconnaissance. Et on va cibler des sites. Les militaires, les forces spéciales... Pendant ce temps, Bazoum demeure otage entre les mains... Oui, les forces spéciales sont... On a des forces spéciales, c'est des commandos qui sont formés en infiltration sur un terrain ennemi. Donc, je veux dire que pour ça, il n'a pas à s'inquiéter. Barry, on dirait que tu connais déjà la forme de l'intervention de la force en attaque. En fait, c'est de façon standard. Comment ça se passe? Quand vous prenez les États-Unis, la France, quand ils vont, il y a les forces spéciales qui sont déployées pour déstabiliser l'ennemi. Je vois que tu es un client des films. Parlez pas tous ensemble, attention, j'ai pas vu. Des films d'action. Ce n'est pas une question de film. Parlez pas tous ensemble, s'il vous plaît. C'est une réalité. Je viens. Sa seconde question. 10 secondes encore, s'il te plaît. Okay, sa seconde question, c'était quoi? Rappelle-moi ta seconde question. Pourquoi ne sont-ils pas intervenus dans les autres pays où il y a eu des... La CEDEAO est intervenue au Mali en 2012. La première, avant la MINUSMA, c'est la MISMA. Non, je viens. Ce n'était même pas une question de putschistes. Aujourd'hui, c'est le Mali qui a demandé à la MINUSMA de partir, n'est-ce pas? Donc, si tu n'es pas demandeur, on ne peut pas t'aider. Et puis, ça, la CEDEAO a déjà pris ça en compte. Parce que sous la présidence du président Mbalo, on parlait déjà d'une force qui va lutter et contre les coups d'État et contre les groupes terroristes. Barry, mais il faut aider celui qui veut être aidé. Barry, ce que tu n'as pas le courage de dire, c'est que les mêmes putschistes sont au pouvoir au Mali, au pouvoir en Guinée, au pouvoir au Burkina. On parle des putschistes ou on parle des groupes terroristes? Non.
Je suis en train de parler des putschistes. Aujourd'hui, l'intervention, la force en entente qui a été activée pour une intervention militaire au Niger, c'était sur la question. J'ai fini, laissez-moi terminer. C'est pour aller rétablir l'ordre constitutionnel. Je te dis, par exemple, que dans ces pays-là, l'ordre constitutionnel n'est pas encore rétabli. D'accord. Est-ce qu'on y va? Mais nous ne sommes pas sur ce plateau spécialiste des questions militaires, attention. Voilà, donc on va attendre, je veux dire, la suite des choses, espérant que ce soit une suite pacifique, sans avoir à recourir aux armes, donc pour rétablir la Constitution, donc l'ordre constitutionnel, je retrouve le mot, au Niger. Poursuivons cette émission. Vous avez remarqué, il y a eu changement de place entre Isabelle Vauvor et Herman Aboua. Que va-t-il se passer? Vous allez le savoir parce que tout de suite, on court pour le mot d'Herman. Le mot d'Herman parle de quoi aujourd'hui? Qui est Herman? Qui a porté les lunettes d'Herman? Alors, le tcha, le mode des femmes, vous l'aurez constaté, Herman a beaucoup changé. Une silhouette plutôt féminine, une voix piquante, son teint a même changé. Herman s'est blanchi. Il a voulu se mettre dans la peau de ce que certains appellent le teint commercial. Herman a désormais une meilleure visibilité pour vous parler de sujets de société, les pratiques de la dépigmentation volontaire de la peau par le lait corporel, le savon, le bonbon ou encore les injections. En Côte d'Ivoire, le concept est appelé tcha ou tchatcholi. Au Sénégal, on parle de kessal. Au Bénin, le bojou. Au Mali, c'est le tchatcho. Akonti au Togo ou encore le doro au Niger et le décapage au Cameroun. La dépigmentation volontaire a ainsi plusieurs mères, mais celles-ci enfantent du même bébé. Isabelle, alors on peut se demander qu'est-ce qui pousse ces femmes à se dépigmenter le corps ou même à se tcha? Écoute, la pratique a pris de plus en plus d'ampleur en Afrique. Les femmes animées par un fort désir de ressembler au canon de la beauté dans le monde au teint clair, ça donne à la pratique de l'éclaircissement de leur peau. Selon ces dames, les hommes seraient plus attirés par les femmes claires. Cela dit, le recours à la dépigmentation volontaire de la peau ne se limite pas à la séduction de la jante masculine. Elle se laisse influencer par le bling-bling des silhouettes aguichantes que leur présentent les médias, Internet, les séries télévisées, etc. Voilà. Ou encore, ces femmes trouvent-elles des idées, des solutions pour se dépigmenter le corps? Écoute, pour cela, ces femmes adeptes du tcha trouvent leur formule magique sur les réseaux sociaux où pullulent des coachs en esthétique et beauté, souvent sans certificat. Selon une étude, 60 à 70% des femmes qui se tcha présentent des problèmes de peau, les brûlures, l'acné, les vergetures, etc. Pire, le tchatcholi est un facteur de risque de l'hypertension artérielle et du diabète et aussi des petits poids au niveau de la naissance donc des bébés. Il est à noter que la dépigmentation volontaire n'est plus l'affaire exclusive des femmes, des hommes y ont également recours. Cette pratique touche un public de plus en plus jeune et commence à cibler même les enfants. Alors on peut se demander comment se présente le tcha chez les plus jeunes et notamment chez les enfants? Généralement, les femmes qui utilisent les produits pour se dépigmenter les appliquent sur leurs enfants. Cela est dû au fait que ces femmes ne veulent pas qu'ils aient un déphasage, qu'il y ait un déphasage entre leur teint et celui de leurs enfants. Et il y a même qui utilisent des produits spécifiques pendant la grossesse en espérant que l'enfant qui va naître sera de teint clair. Oh, dis donc. Oui, oui, tout à fait. Oui, vous l'avez bien entendu, tout à fait. Y a-t-il une répression du phénomène? Alors oui, malgré les différentes actions préventives et des mesures d'interdiction, le contrôle reste difficile du fait des lieux d'achat de ces produits et peut-être même parfois d'un manque de volonté politique réelle devant un phénomène de mode qui semble assez dépendant de certains puissants lobbies. Et comme on peut le dire, tu sais, le business du tcha rapporte du blé. Bravo. C'était le mood d'Herman. Le mood d'Herman. Mais Herman, ton tcha a pris. Donc, oui, son tcha a pris. Voilà, c'était le principe. Donc, Isabelle Vauvor a pris la place de... elle s'est mise dans la peau de Herman, qui est devenu clair, qui serait devenu clair. Je ne sais Désiré, c'était parfait. Désiré, réaction. Après, c'est un phénomène, on va dire, de santé publique qui tire sa source, on va dire, même de la colonisation, en tant que femme noire, vouloir ressembler à des femmes blanches, avec même des cheveux lisses et tout ça, j'ai rien contre ça. Mais déjà, on constate qu'il y a des enfants aujourd'hui, enfin, qui ont tcha, et c'est vraiment une aberration, c'est pas sans conséquence. Donc,
pour s'aimer en fait avec sa peau naturelle. Paris, comment les préfères-tu? Noir, clair, Je les naturel? préfère naturelles. Je suis peul, donc je les préfère naturelles. D'accord. Qu'elles soient noires ou jaunes, elles n'ont qu'à être naturelles. D'accord. Isabelle, que dis-je? Herman, moi, je pense que les femmes font souvent un mauvais professeur aux hommes. Hein. Elles pensent que c'est à cause des hommes que ça donne à la dépigmentation volontaire. Je ne crois pas. Je crois pas. L'homme, il aime certainement ce qui est beau et le naturel est plus beau. D'accord. Je ne sais pas quelles enquêtes qui ont été menées, c'est des sondages qui ont été faits pour que les gens arrivent à dire que nous, les hommes, nous sommes portés sur les femmes claires. Voilà pourquoi. La beauté de la femme demeure dans sa nature. C'est pourquoi on aime vous regarder au réveil. Parce qu'au réveil, c'est tel que vous êtes, que vous vous présentez à nous au réveil. C'est un homme qui parle. C'est un homme qui parle, donc stopper le tchatcholi. On ne va pas vous dire les origines de ce mot. L'autre partie de cette émission, pour mettre fin, pour clore ce sujet, l'autre partie, c'est l'invité du soir. Notre invité. Et notre invité va nous rejoindre tout de suite sur ce plateau. Monsieur Jacques Nyamba, technicien supérieur en bâtiment, souscripteur de prêts en ligne. La thématique que nous allons aborder avec lui sur ce plateau, c'est les prêts en ligne. Comment cette nouvelle plateforme opère-t-elle? L'idée est venue donc de ce communiqué maintenant de l'autorité de protection donc, qui appelle les populations ivoiriennes donc, à la vigilance sur cette nouvelle forme donc, de prêts en ligne via les applications mobiles telles que EasyCash, Côte d'Ivoire Money. Et puis, prêt rapide, il y en a d'autres, donc on ne citera que ces trois-là. Bonsoir, M. Nyamba. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, vous avez été victime, donc ou bien vous êtes victime, vous avez souscrit à un prêt. Oui. Avec, partagez-nous votre expérience. EasyCash. EasyCash. Bon, écoutez, j'avais eu un besoin urgent, pressant, si je le dire ainsi, et j'ai souscrit à un prêt de 31 500. Entre-temps, parce que j'étais dans une urgence de presque 50 000, donc j'ai un ami qui m'a dit qu'il y a des prêts en ligne auxquels tu peux souscrire, et puis bon, voilà. Donc, il m'a envoyé des noms, et il m'a dit de faire EasyCash. J'ai fait EasyCash. Ils m'ont pas eu le temps de quand même lire habituellement comme on a l'habitude de faire, avoir toutes les informations qu'il faut. Et puis, bon, on dit je peux prendre 31 000. J'accepte. Au moment où le prêt est prêt pour être mis à disposition, crédité sur mon Orange Money, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Votre mobile money. On me dit donc que je dois recevoir 21 000, au lieu de 31 000. Vous avez demandé 31 000. Je demande 31 000. On vous accorde le prêt. Oui. Mais moins 10 000. Moins 10 000. Alors, je vais sur le site. Je leur dis non, je veux annuler le prêt. Mais ce n'est pas normal parce que je demandais 31 000. On me dit c'est 21 000. On me dit non, on t'a laissé le temps quand même de regarder. Non, ce n'est pas comme ça. Moi, j'ai besoin de 31 500. Mais tout au plus, pour 50 000 francs, mais vous me donnez 21 000, ça ne fait pas mon affaire. Ils me disent que quand c'est lancé, on ne peut plus annuler. Quand le prêt est lancé, il ne peut plus être annulé. Alors, je demande le prêt de 8 heures. C'est à 16 heures que le prêt a été crédité. En fait, mon Orange a été crédité. Bon. Et ça, c'était le 1er juillet. Le 4 juillet, je reçois un peu d'argent et j'ai dit, bon, je vais faire un paiement partiel. Franchement, à ce niveau, je n'ai pas le temps de bien lire. Et je fais un paiement de 9 900. On me dit, non, ça pour faire le report de paiement. Plutôt que de rembourser partiellement, on me dit ça pour faire un report. Et ça pour faire un report de paiement. En fait, quand j'ai pris le prêt, on me dit je rembourse le 7 juillet. J'ai pris le prêt le 1er, je rembourse le 7 juillet. D'accord. Mais donc, vous avez choisi de rembourser déjà en partie oui, le 4. Donc, Non, le 4, oui. Je reçois de l'argent et j'ai préféré rembourser le prêt totalement. Mais après, je me suis dit qu'il fallait rembourser en partie. Comme je rembourse le 7, donc jusqu'au 7, je peux rembourser. D'accord. Donc, quand je fais le paiement de 9 900, on me dit non, c'est pas plutôt un remboursement partiel, mais c'est plutôt une rallonge comment on appelle, de rallonge de remboursement. De date de remboursement. Est-ce que vous avez demandé ce rallonge? Mais je n'ai pas demandé ça. Parce qu'en fait, ils ne te laissent pas le temps de regarder. C'est tellement... Je ne sais pas si c'est... J'ai une question. Je vais plus loin, excusez. Donc, en ce moment-là, je fais le remboursement. Et puis,
on me rallonge la date de paiement qui passe maintenant au 13. Le 13, je n'ai pas eu l'argent qu'il fallait. Donc, je n'ai pas remboursé le prêt. Mais entre-temps, le 13 à minuit, et du moins à midi, j'ai reçu au moins 10 appels. De qui? De EasyCash. D'accord. À travers les différents numéros que j'ai pu recenser, 10 appels. Je dis, mais attendez, à midi, il dit, bon, je ne pourrais pas rembourser ce prêt, mais dès l'instant où vous me faites ça vous régène des intérêts de paiement, des retards de paiement de 1500 par jour, je paierai le prêt entre le 20 et le 21. Parce que je suis sûr que j'aurai l'argent entre le 20 et le 21. J'attendais presque 1,2 million, effectivement. Mais malgré ça, j'ai été harcelé. J'ai été harcelé. J'ai dit, mais attends, ce n'est pas possible. Donc, j'ai pris un prêt de 21 000. Je me suis retrouvé... De quelle façon? Non, mais tu souscris. Je me suis retrouvé à payer 62 000. Oh. Je me suis retrouvé à payer 62 000 pour 21 000 francs que j'ai reçus. Le 19, j'étais couché et puis je reçois 20 appels. Là, je n'avais pas encore remboursé ce prêt. Le 19, je reçois 20 appels des amis qui me disent, mais écoutez, mais on leur a envoyé des messages pour dire j'ai pris un prêt et puis je suis porté disparu. Oh. Ils ont envoyé ces messages à mes parents, à mes amis, dans la souscription, vous donnez la liste. On rentre dans... Parce que là, ils sont rentrés dans mes données, dans mon répertoire. Et ils ont balancé tous... Est-ce que vous avez donné les contacts de vos proches Bon, pendant la souscription? non. Quand tu remplis les documents, on te dit... il y a des... Qui contacter quand... c'est ça? Bon, d'abord, il y a 2 personnes contactées. 2 personnes, d'accord. J'ai mis le nom de ma fille et j'ai mis le nom de ma femme. Ça, c'est les 2 personnes qui m'ont demandé. D'accord. Mais comment ont-ils eu accès à votre liste Ils ont accès à cette liste de répertoire parce que dans le document que tu remplis, ils te disent que ils vont avoir accès à ton répertoire. Mais dans les conditions générales? Oui, mais on ne sait pas à quoi ça va servir. C'est ça. D'accord. Les deux numéros qui m'ont demandé, ma fille et ma femme, c'est ce que j'ai fait. Mais dans mon répertoire, aller contacter des amis, des frères, j'ai plus de 1000 personnes sur ma liste. Ils ont contacté au moins plus de 500 personnes. Le message est parti un coup. Et j'ai reçu des appels. Bon, écoutez, moi, j'ai dit, c'est très simple. Je les ai appelés, dit, bon, moi, je rembourse le prêt. De toute façon, c'était prévu que je rembourse. Le 21, le 20, j'ai eu cet argent que j'attendais. Je rembourse le prêt. Donc, j'ai demandé à mon avocat de faire une diligence pour que je puisse porter plainte. Parce qu'ils m'ont diffamé. Quand tu lis le message, c'est grave. D'accord. Est-ce que certains parmi vous, sur ce plateau, ont vécu cela? Mais vous pouvez poser des questions aussi. Quels sont les documents qu'on vous demande avant de souscrire ce prêt? Ton numéro de téléphone, ton nom, tes contacts en cas d'urgence, 2 numéros, et puis tout au plus, ton image photo. Enfin, une image que tu fais, c'est tout. D'accord. Ensuite, est-ce qu'il y a quelqu'un sur ce plateau qui a vécu cette situation ou encore, si vous avez des questions à poser à notre ami qui compte porter plainte? Plainte, oui. Pour diffamation? Oui. Mais est-ce qu'on a lu les documents, la documentation, avec toutes les conditions? Non. Les conditions générales. Est-ce qu'on a lu? Non. Ils ne te donnent même pas ce temps, ils te donnent même pas ces documents pour les lire. Moi, j'ai une question pour monsieur. Connaissez-vous le phénomène des magouillards? C'est plus que le phénomène des magouillards. Quand je suis rentré. Bon, et vous savez que si vous dites que c'est plus que le phénomène des magouillards, est-ce que le phénomène des magouillards, ça vous fait peur? Mais je ne m'aventure même pas à ce genre de trucs parce que je connais ce genre de système. Ma question va venir. Allez-y. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un, quelle que soit l'urgence, je ne vais pas justifier, à rentrer dans un circuit pareil pour pouvoir obtenir des prêts? Est-ce que lorsque vous rentrez dans l'opération, vous dites que c'est vraiment la voie qu'il me faut pour pouvoir obtenir un prêt? Bon, est-ce que je peux aller plus loin? Puisque allez-y. Je le fais avec Orange.
Non, non. Avec des maisons de téléphonie? Avec les maisons téléphoniques. Je le fais correctement avec Orange. Du moins, c'est entre parenthèses. Donc, je rembourse quand c'est des urgences qu'on prend et puis ça se rembourse. Non, je veux vous dire que ce n'est pas la maison de téléphonie là, en question. C'est des gens qui utilisent, parce que c'est comment on appelle, des transactions mobile money, qui utilisent leur compte dans ces différentes maisons de téléphonie là, pour les paiements mobiles, pour vous aider à avoir des prêts. Est-ce que l'entité auprès de qui vous avez pris le droit, vous pensez que dès le départ, vous sentiez déjà que c'était une voie normale pour pouvoir obtenir un prêt, selon vous-même? Est-ce que vous avez été rassuré de la fiabilité de cette application? Quelqu'un te dit, je te donne 100 000, 300 000, tu l'as en 1 heure de temps, tu as une urgence peut-être de 100 000, tu le prends, tu règles. On te dit, tu vas le régler dans 2 semaines, 3 semaines. Tu prends, tu le règles. Donc, c'est dans ce sens-là. Puisque je ne m'attendais pas, moi, ce qui m'a choqué, ce n'est pas le business qui me choque, mais c'est le fait que le retard de paiement leur est généré 1 500 par jour. Et en plus de cela, ils se sont permis de me diffamer. Parce que c'est ça qui est le problème. Parce que moi, je n'ai pas refusé de payer leur argent. J'ai accepté, mais je leur ai demandé de me laisser le temps de payer, puisque dès l'instant où ça vous régénère 1 500 par jour, je n'avais pas trop de pression de pouvoir... Bon, de toute façon, j'allais payer. Mais qu'est-ce qui les a amenés à me diffamer? C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Nyamba, vous dites que vous avez esté en justice, vous avez porté plainte? Non, j'attends, parce que je crois que les gars sont... Les gars sont... Oui, j'ai saisi mon avocat. Ah d'accord, sinon c'était pour savoir quel était l'objet de votre... Vous dites? C'était pour savoir quel était l'objet de votre plainte, puisque vous n'avez pas encore... Non, mais c'est une calomnie. Calomnie, diffamation. Diffamation, c'est une calomnie. Il n'y a pas harcèlement. Oui, c'est ça seulement, à l'encontre de ma personne, c'est tout. D'accord. Parce que là c'est la protection, la loi sur la protection des données à caractère personnel. Du moins, c'est des données à caractère personnel, qui du 19 juin, je crois, je crois, 19 juin, c'est ça, hein, le 450, qui dit qu'il faut protéger les données à caractère personnel des gens. Donc, moi, je pense que c'est le lieu de peut-être inviter les populations à être plus prudentes, parce que c'est maintenant récurrent. Moi, je dis, par exemple, j'ai mon frère cadet, je ne sais pas pourquoi il ne nous a pas contactés pour le faire. Il dit qu'il avait une urgence, il a demandé 25 000 francs, et en 1 semaine, on lui a dit de rembourser 45 000 francs, avec à peu près le même process. Les gens, soyez prudents, quoi, moi, je pense. C'est pas, il y a des structures qui sont là, bien indiquées, pour chercher à trouver des petits crédits. Voilà. Bon, c'est comme Herman, hein, j'exhorte les gens à être prudents parce que... Et puis, il faut surtout lire, quel que soit Alpha. Oui. Si on vous transmet des documents, prenez le temps de lire. Si vous ne comprenez pas, demandez à quelqu'un qui peut vous éclairer avant de prendre quoi que ce soit. Parce que généralement, les parties les plus contraignantes sont toujours un petit caractère. Les gens savent que tu es pressé, tu ne vas pas fouiner là-dedans. Or, c'est des pièges. Peut-être que vous n'avez pas lu. Or, ils ont des pièges qu'ils ont mis dans les notes que vous deviez lire. Donc, et puis, pour une fois, l'ARTCI, il faut les saluer. Ils ont fait leur travail à travers le communiqué. Donc, lisons les communiqués que les institutions partagent avec nous. Il faut qu'on lise pour être mieux informés. Ça va nous permettre d'éviter de rencontrer beaucoup de difficultés, quoi. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Écoutez, on a fait le tour de plusieurs sujets ici. Nous allons revenir un temps soit peu avant de terminer avec notre invité. Sur la question, au niveau du régulateur bancaire, parce qu'il a un DETC quand même, c'est des transactions qui sont faites. Pourquoi? Comment est-ce que ces structures-là réussissent à prélever de l'argent dans le compte dans leur compte mobile money et aussi facilement, pendant que le régulateur bancaire, qu'est-ce qu'il dit sur la question? C'est des questions que peut-être qu'ils vont nous apporter des solutions. L'autorité des régulations donc, a pris la parole pour prévenir là-dessus. L'utilisation des dites applications comporte des risques et menaces sur les données personnelles, voilà, comme il le soulignait, et la vie privée des populations. Et l'autorité de protection, de régulation informe que ces applications qui collectent des données personnelles n'ont fait l'objet d'aucune autorisation de traitement des données personnelles.
Voilà, l'information est parfaite. Ça veut dire que vous pouvez aller jusqu'au bout donc, de votre plainte pour diffamation et pour utilisation de données personnelles. Alors, je voudrais informer donc, tous ceux qui nous regardent et qui nous ont suivis concernant la discussion à propos donc, de certaines irrégularités soulignées par un confrère de nos confrères. Il est bon de rappeler, de souligner, donc de préciser que la liste RHDP côté Anyama a respecté la condition donc, du quota de 30%, il faut le dire, a respecté la condition de 30%. Donc, écoutez, nous invitons, je veux dire, tous les partis qui sont engagés donc, dans ces élections à respecter donc, le quota de 30%, comme le fait. Et puis, nous pouvons inviter, nous attendons aussi donc, notre candidate, la candidate d'Anyama, la candidate RHDP d'Anyama, donc à venir sur notre plateau, pour discuter avec nous et puis nous partager ses ambitions pour la commune d'Anyama. Voilà, on va conclure cette émission. Sans oublier de rappeler, bien sûr, pour l'inauguration de ce pont, le pont de Cocody, la baie de Cocody, la date précise, vous la connaissez? Oui, c'est demain. C'est demain. Ouais, c'est voilà. demain, le 12. On sera tous là. On sera tous là. Le joyau. Merci à vous tous d'avoir regardé cette émission. Merci, M. Niamba, d'être venu ici sur ce plateau. Et puis, bonne chance. Faites attention désormais. On connaît le nom du boulevard, mais on ne connaît pas encore le nom. Je suis en train de conclure et mes indisciplinés d'habitude sont en train de parler sous ma voix. Mais bon, ils sont comme ça. On va se retrouver la semaine prochaine pour une autre belle semaine de talk sur Live TV, la télé sans filtre. Shalom et bon week-end.